Bonjour à tous, bienvenue Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'être sur LCI ce matin. Vous êtes vice-président de Reconquête. Vous avez annoncé hier que vous présenterez 550 candidats le 12 juin prochain. Mais n'êtes-vous pas dans une impasse politique? C'est la question que je vais vous poser dans quelques instants. Mais permettez qu'on commence par l'enjeu crucial de la guerre. Vladimir Poutine a déclaré hier que l'Occident devait arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Il l'a dit dans une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron. Il faut arrêter de livrer des armes. C'est aux diplomates de décrypter. Certains, dès cette nuit et ce matin, disent que si c'est une condition posée par Vladimir Poutine pour reprendre le chemin des négociations et d'un règlement diplomatique enfin de ce conflit, pourquoi pas? C'est au président de la République, à l'Union européenne d'évaluer les enjeux. Ce qui est certain, Elisabeth Martichoux, mais je pense que tout le monde partage cet avis, il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, renouer le contact avec Vladimir Poutine et puis essayer de trouver un règlement à ce conflit, parce que cette guerre est terrible et que tout le monde, je pense, souhaite en sortir. Oui, le contact n'est pas rompu. La preuve, Emmanuel Macron l'a encore eu hier 2 heures et c'est la raison pour laquelle, au téléphone. Dans donc, la phrase est-ce que c'est ça l'enjeu? La phrase que vous soulignez, elle est sans doute effectivement fondamentale. Et nous savons, enfin nous croyons comprendre ce matin que c'est la question, est-ce que cette condition posée par Vladimir Poutine est une condition, une fois de plus, hélas, d'une exacerbation du conflit. Et à ce moment-là, il ne faut pas y céder. Si à l'inverse, c'est une volonté peut-être d'entrouvrir la porte pour reprendre le chemin des négociations et des discussions, ça doit être saisi. Voilà. Mais arrêter de fournir des armes à l'Ukraine, est-ce que de facto, ça n'est pas reconnaître une forme de légitimité à l'agression caractérisée mais ce qui est certain, c'est que ça de peut... Poutine contre Vous avez raison, ce ça pays. ne peut pas être on arrête de fournir des armes, point. Si c'est la condition première d'un cessez-le-feu, par exemple, ça peut être un début intéressant. Et donc c'est là que ce que nous prenons, nous, depuis le début, avec Éric Zemmour, et je sais d'ailleurs avec la plupart des forces politiques en France, c'est de tout faire, et c'est ce que fait le président de la République, pour trouver des solutions diplomatiques à ce conflit. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste, du point de vue des Ukrainiens, d'obtenir un cessez-le-feu de Poutine avant d'arrêter de livrer les armes? Dans le rapport de force que pose Poutine lui-même, est-ce que ça n'est pas céder à l'agresseur que de répondre à sa demande? Je crois que ni vous ni moi, certainement pas moi en tout cas, sommes parfaitement placés pour dire ça doit être dans cet ordre. L'objectif, ça doit être le cessez-le-feu. L'objectif, ça doit être la fin de la guerre. L'objectif, ça doit être la protection de populations civiles terriblement touchées. Donc, si ça passe par d'abord la suspension de la livraison des armes et juste après un cessez-le-feu, je pense que chacun adhérera à cette option. Est-ce que l'objectif, c'est la restauration de la souveraineté totale du territoire ukrainien? Le principe patriotique de la souveraineté nous semble un principe fondamental. Y compris le Donbass. Bien sûr. Ensuite, ce sera, comme l'a dit le président Zelensky, au peuple ukrainien, au Parlement ukrainien, en lien, nous l'espérons un jour, avec les Russes, et sous l'égide des grandes entités diplomatiques ou d'entités négociatrices. Alors on a parlé d'Israël à un moment, de la Chine. Tout ça est très fragile. La priorité absolue, avant de parler de la question des frontières, et je rappelle, nous, notre attachement au principe de souveraineté indispensable, et notre admiration d'ailleurs pour la puissance patriotique du peuple ukrainien. Je pense que tous les reportages de vos confrères le démontrent. Tout ça suscite notre admiration. Mais avant de parler de souveraineté, l'enjeu premier, c'est d'arrêter la guerre. Alors vous savez qu'il y a un prisme anti-américain parfois dans l'analyse de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis prennent le lead d'un point de vue matériel, de façon très claire, c'est-à-dire qu'ils envoient très massivement des matériels de guerre à l'Ukraine, se posant finalement face à Poutine comme une forme de résurrection différente de la guerre froide. Est-ce que ça vous gêne, vous? Alors, moi, je suis encore jeune, quoique je vieillis, mais j'ai je me sens appartenir à la filiation gaulliste, ou gaullienne, comme on dit. C'est-à-dire, pour moi, la France, l'Europe aussi, mais particulièrement la France, c'est cette puissance d'équilibre et de contrepoids. On l'a vu tout au long des années de présidence du général de Gaulle, on l'a vu plus récemment, ça m'avait beaucoup marqué, je pense,
touché non seulement le peuple français, mais toutes les nations libres du monde. C'était, rappelez-vous, ce fameux discours de Dominique de Villepin en 2003 aux Nations Unies sur la question irakienne. On ne peut pas dire, vous en conviendrez, que les États-Unis aient toujours été un modèle de règlement désintéressé et diplomatique des conflits dans le monde. Et donc, par conséquent, j'appellerais plutôt à la prudence et je souhaite qu'Emmanuel Macron, je souhaite que la France reprenne le leadership des règlements diplomatiques des conflits mondiaux, se méfiant par principe, même si ce sont nos alliés, de l'hégémonie américaine. Vous savez, ça n'est pas bon quand le monde est coupé entre deux blocs hégémoniques qui se font face à face. On est sorti du XXe siècle terrible. Voilà, ne soyons pas dupes sur le sujet. Mais vous ne le condamnez pas par principe. Non, c'est à la France et à l'Europe de reprendre ce leadership. Alors, le 12 et 19 juin, la France revote, j'allais dire, pour les élections législatives. Quand vous voyez la gauche s'unir, ça vous fait rêver. La gauche qui s'unit autour de Jean-Luc Mélenchon, vous les enviez, vous qui avez appelé vainement à l'union des droites? Cette union qui se matérialise et qui semble se concrétiser à gauche, ça sera une catastrophe pour la France. Mais sur le plan stratégique, incontestablement, Jean-Luc Mélenchon est à la hauteur du défi qu'il a posé. Je précise bien, ce sera catastrophique et je vais vous le démontrer pour notre pays. Mais tous ceux qui prétendent, et je parle là de mon camp, et je suis particulièrement attristé, voire atterré ce matin. Tous ceux qui prétendent à droite sauver la France, tous ceux qui prétendent dans le camp des patriotes arrêter l'immigration, rétablir l'ordre pour tous, baisser les taxes et les impôts pour augmenter enfin les salaires des milieux de cordée et des Français modestes, mais qui, en même temps, sont incapables d'unir nos forces pour gagner les élections, tous ces gens-là mentent aux Français. On ne peut pas prétendre sauver son pays et imposer ses convictions si on n'est pas capable de s'unir. Bien, à l'heure où nous parlons, et c'est notre état d'esprit avec Éric Zemmour, nous continuons, il l'a fait encore lundi soir, nous continuons ce matin, il ne reste plus que quelques jours, tout cela est très ténu, hélas, et de plus en plus. Nous continuons à appeler à cette union, et avec les Républicains, et avec le Rassemblement national, et avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, puisque ce qui est incontestable, c'est qu'en additionnant nos forces, nous pouvons atteindre une majorité à l'Assemblée nationale. Non seulement nos calculs électoraux le démontrent, mais désormais, depuis une semaine, les sondages le démontrent. Vous avez bien vu que si le bloc national s'unit, les sondages nous attribuent 140, 160, 180, peut-être même plus de députés. Marine Le Pen, factuellement, c'est ce que vous dénoncez, Marine Le Pen, mais principalement Marine Le Pen, c'est quand même elle qui a fait 41%. Vous avez fait 7% au premier tour. Préfère tuer Reconquête, c'est ce que disait Éric Zemmour il y a 2 jours, je crois, plutôt que de s'unir à vous. Pourquoi ? Il faudrait lui poser la question. C'est ce que vous. Je ne sais pas si elle veut tuer Reconquête, ce sera elle de le dire. Ouais. Ce qui est certain, si on prend un peu de hauteur et de recul, si on additionne et si on unit les électeurs du Rassemblement national, les électeurs de Reconquête d'Éric Zemmour, les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan et les électeurs LR sincères, ceux par exemple qui ont cru en Éric Ciotti, cela crée un bloc demain majoritaire. Et c'est vrai que c'est d'autant plus fou, d'autant plus irresponsable que le bloc macroniste est en train, alors ça semble compliqué, mais de se rassembler entre d'un côté des dirigeants des Républicains qui, une fois de plus, trahissent leurs électeurs, jusqu'à Manuel Valls, l'ancien responsable du Parti Socialiste, en passant par messieurs Bayrou et Philippe. Donc vous avez le bloc macroniste qui se met en place, à qui on promet 200 députés. Peut-être plus, au moins. On en promet plus si vous parlez des sondages. Ça dépendra de l'addition des blocs. Soyez honnête. Non, mais peut-être une majorité, mais peut-être pas. Un bloc mélenchoniste, qui, vous l'avez dit, est en train de se rassembler, et face à ces deux blocs unis, la droite et les patriotes sont en train de prendre le risque de laisser les pleins pouvoirs et à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, que ceux qui refusent l'union ne viennent pas nous dire pendant les 5 prochaines années, sur les plateaux de télévision ou sur les estrades, leur inquiétude, leur colère ou leur désespérance quand M. Macron et M. Mélenchon dirigeront la France, puisqu'ils seront les premiers responsables de cet état de fait. Et donc ce matin, à nouveau, comme un ultime appel, nous appelons Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti, les Républicains sincères, mais aussi bien entendu
les dirigeants du Front National à se mettre autour de la table pour constituer dans chaque circonscription ce bloc de l'union des droites et des patriotes pour incarner nos convictions et sauver notre pays. Alors, une information d'abord. À l'instant, la direction du Parti socialiste affirme qu'il y a un accord de principe. Il faut encore négocier des détails. Mais il y a un accord de principe avec la France insoumise et le bloc de l'Union populaire. Donc, ça va se faire. Oui. Ça, c'est pour la gauche. En réalité, vous faites un appel et pour l'instant, il n'est pas répondu. C'est vital pour vous parce que l'avenir très proche, l'avenir très proche de Reconquête, c'est de ne pas faire de conquête du tout aux législatives. Alors, je voudrais être très précis, parce que j'entends ces phrases toujours à l'emporte-pièce. Reconquête joue sa survie. Absolument pas. Je veux rassurer d'abord nos 2 500 000 électeurs. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes un jeune parti, créé par Éric Zemmour il y a quelques mois. Nous venons de franchir, hier soir, le seuil des 125 000 adhérents. Nous avons rassemblé 2 500 000 électeurs. Chacun en connaît. C'est vérifiable, ça Bien sûr, c'était vérifié par huissier pendant la campagne présidentielle et nous sommes à la disposition de tous les commentateurs. 125 000 adhérents franchis. Pourquoi nous disons ça? Ça veut dire que vous continuez d'engranger, malgré la désillusion, la déception de tous ces électeurs qui pensaient que vous pourriez représenter quelque chose. Ça, en général, ça casse quand même un peu une dynamique. Vous continuez d'engranger. Je vais vous dire, le soir du premier tour, nous avons enregistré, par exemple, malgré, vous avez raison, la déception, même s'il y a aussi beaucoup de belles choses. Nous avons beaucoup semé pour moissonner et je vais y revenir. Donc oui, Reconquête s'inscrit dans le paysage politique. Nous avons annoncé hier, c'est déjà une performance avec Éric Zemmour, Marion Maréchal, Nicolas Bay. Nous allons donc présenter 550 candidats aux élections législatives, en respectant la parité. Environ 30% viennent du Rassemblement national, 29% viennent du Rassemblement national, 34% viennent des Républicains, et le reste, c'est de la société civile ou des nouveaux engagés. Donc 50% de néo-candidats, des nouveaux. Exactement. Et écoutez, c'est important, et 150 de ces candidats ont moins de 35 ans. Donc c'est un parti jeune. Nous n'avons pas de dette, nous avons un chef qui est Éric Zemmour, qui est le plus courageux et le plus authentique des hommes politiques actuels. Nous avons une ligne politique très forte, je vais y revenir, attendez, une ligne politique très claire, qui est de dire nous voulons sauver notre pays du grand remplacement et du grand déclassement. Et, Elisabeth Martichoux, très important, nous sommes les seuls, à prôner cet axe stratégique déterminant de l'union des droites et des patriotes. Il n'y aura pas de victoire pour nos idées si nous ne sommes pas capables. Donc j'appelle les électeurs, si jamais il n'y avait pas d'union, qui ont voté Marine Le Pen, qui ont voté pour les Républicains, mais on a compris à acter leur refus et à soutenir le seul parti qui demain pourra remporter des victoires, parce qu'il n'y aura pas de victoire sans unité. Alors vous venez de faire un éloge appuyé d'Éric Zemmour, le meilleur, etc. C'est pas le plus lucide, parce que le plus honnête et le plus courageux. Voilà. Est-ce que c'est le plus lucide? On l'a entendu il y a 48 heures faire la première fois un retour sur expérience, si je puis dire. Pour lui, c'est simplement parce que... Enfin, simplement, vous comprenez ce que je veux dire. Quand Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, il y a une volée d'électeurs qui sont partis se réfugier chez Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il n'y est pour rien, lui? Non, franchement. La ligne n'y est pour rien? Le mantra répété sur l'identité, écoutez, finalement, est-ce que ça n'était pas une erreur stratégique? Non. Je vais vous dire. Éric Zemmour, d'ailleurs, a eu cette humilité très rare en politique, tout au long de cette émission que vous citez, de revenir justement sur cette campagne présidentielle en reconnaissant, par exemple, que sur la question des réfugiés ukrainiens, il s'était trompé. Donc, en termes d'autocritique, je dirais que... on l'a pas entendu. Franchement, vous regardez, il a bien expliqué tout ce passage. Mais au-delà de ça, Éric Zemmour n'est pas là pour répondre à une mode. Bien sûr que nous aurions aimé faire davantage que 7%, mais je rappelle tout de même que nous sommes la 4e force politique française. Ça n'est pas négligeable, ça n'est pas rien. Et que tout ce qui a été semé, le Trocadéro, le Palais des Sports avec 6 000 jeunes, ces 2 500 000 électeurs, tout cela n'a pas été vain. Et qu'il est en cet instant un peu... Moi, je peux le dire, en tout cas, il ne le dirait sans doute pas comme ça, mais moi, je le dis, je suis un passionné d'histoire. Et quand on regarde, je vais vous prendre l'exemple de 3 personnalités des 50 dernières années. François Mitterrand Charles de Gaulle en 1946, qui pose la question du peuple contre les partis, il faudra attendre 58 pour qu'il réussisse. François Mitterrand en 1969, il réussira l'union de la gauche qu'en 1974 et 1981. Jean-Luc Mélenchon lui-même, dont on parle tant en cet instant, qui quitte le Parti socialiste et pose cet acte fondateur en 2008 et qui va attendre 2022 pour réussir l'union de la gauche. Donc ce que nous avons semé
en 2022 et que nous allons continuer à faire, nous le moissonnerons au moment des européennes de 2024 et de la présidentielle de 2027. Dans ces parcours, c'est une œuvre de longue haleine. D'accord, mais simplement, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il perd une élection, eh bien, il décide d'aller affronter Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, aux législatives. Il la perd, puis des années plus tard, il fait le score que vous dites. Éric Zemmour, il va y aller à la législative? Mais vous allez voir, vous savez, la décision est prise. La décision est prise? Oui, ce sera dans quelques jours. Il l'annoncera dans quelques jours. Il y a 48 heures, il hésitait encore. Non. Il a dit qu'il se posait la question très juste. Non, mais attendez, je veux bien qu'on caricature toutes les phrases. Éric Zemmour, il a dit la chose suivante et il a raison. Il a dit, il y a deux solutions pour moi et pour nous, puisqu'il parlait aussi de Marion, de moi et de tant d'autres. Il faudra non seulement des généraux qui aillent au combat sur leur nom dans des circonscriptions, et il en faudra d'autres qui dirigeront la campagne nationale. Oui, mais ça compte. Vous savez, un jeune parti, 550 candidats, c'est aussi important. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, que vous citez ce matin beaucoup, lui-même, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il ne sera pas candidat aux élections législatives. Donc il y a deux manières de faire. Être candidat soi-même ou animer, coordonner la campagne nationale. D'accord. Quels sont les généraux dans votre camp qui vont aller à la législative? Vous? Oui, notre décision est prise, on vous l'annoncera dans quelques jours. Dans le bureau exécutif, vous aurez la moitié des ténors du mouvement qui seront candidats et l'autre moitié qui coordonneront. Marion Maréchal n'y va pas. Mais non, mais je dis, Gilbert Collard a disparu, il ne sera pas candidat. Vous avez pris votre décision? Il y aura parmi Éric Zemmour, Guillaume Pelletier... Vous êtes le seul député de Reconquête. Hein. S'il vous plaît. Il y aura parmi Éric Zemmour, Marion Maréchal, Nicolas Bay, Stanislas Rigaud, moi-même et d'autres, des candidats aux élections législatives. Oui, il y aura des candidats. Marion Maréchal, mais l'objectif, je suis désolé de vous décevoir, avant de penser à nous-mêmes ou à notre siège ou notre circonscription, c'est de penser à notre parti et de penser à la France. Les 12 et 19 juin, si nous sommes capables d'avoir présenté 550 candidats, d'avoir une dotation publique et de nous être implantés sur le temps long dans les circonscriptions, je vous promets que Reconquête durera et pourra obtenir demain des victoires significatives. C'est ça l'objectif. La politique, quand on la connaît, quand on l'incarne, c'est une œuvre de longue haleine. Mais donc ce matin, vous ne pouvez pas dire si vous êtes candidat ou pas? On vous le dira dans la semaine prochaine, vous aurez des réponses à toutes ces questions. La semaine prochaine. Et pourquoi vous ne le dites pas maintenant? Par curiosité? Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans... Vous devez faire une campagne éventuellement. Je vais vous dire, le dépôt des candidatures, c'est le 20 mai. Ouais. Nous sommes le 4 mai. Il nous reste 15 jours. La priorité, cette semaine, c'est le collectif. Pourquoi vous hésitez? Mais on n'hésite pas. La priorité, c'est le collectif. Venez avec nous et vous verrez combien il est lourd de lancer 550 candidatures, 550 suppléants, 550 mandataires financiers. Vous, tout ça par exemple, est passionnant. Vous êtes député, vous aurez un candidat RN face à vous, vous aurez un candidat LR face à vous. Oui. Peut-être que vous vous dites, je préfère pas y aller. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fait 12 campagnes. La peur de perdre. 12 campagnes. Ouais. J'ai perdu les 6 premières, j'ai gagné les 6 dernières. Je viens d'être réélu, Elisabeth Martichoux, dans un canton de gauche où tout le monde s'était uni contre moi il y a à peine un an. Donc en termes de détermination et de courage politique, je n'ai aucune leçon à recevoir. Et je ferai ce qu'Éric Zemmour souhaite que je fasse, c'est-à-dire ou être candidat moi-même, ou coordonner la campagne pour les 550 candidats. Ou je serai candidat sur mon nom, ou je serai candidat dans 550 circonscriptions. On en reparlera. Je voudrais vous poser une question de fond sur le droit à l'avortement. Oui. Qui compromis aux États-Unis, la Cour suprême a écrit un projet d'arrêt, effectivement, qui supprime ce droit fondamental. Est-ce que pour vous c'est une régression ou est-ce que ce serait une belle victoire des républicains aux États-Unis qui militent depuis longtemps contre ce droit? Alors vous savez, je ne suis pas américain, je suis français. Et en tant que Français, je suis profondément, Éric Zemmour d'ailleurs l'a rappelé lui-même, attaché à ce droit fondamental. Le grand défi, qui est le nôtre sans doute pour notre génération, puisque là pour le coup ce fut un échec, c'est comment on travaille sur l'accès, la pédagogie à la contraception, par exemple, dans notre pays. Ça c'est un sujet et un défi qui nous attend et qui est majeur. Mais personne, je pense, ne souhaite remettre en cause ce droit fondamental. Personne ne touchera à ce droit en France. En tout cas, ça ne sera pas dans votre
programme. La semaine prochaine, vous nous direz donc si les capitaines montent au front. Les capitaines sont déjà au front et seront au front. Il y aura des candidats et il y aura des animateurs de la campagne nationale. Et les 12 et 19 juin, nous serons en mesure de créer sur le plan long le grand parti de la droite populaire, le grand parti de l'union des droites et des patriotes. Le grand remplacement du Rassemblement national. Mais on n'est pas là pour remplacer, on est là pour gagner. Ah bah si, c'est ce que vous vouliez faire. On est là pour gagner. C'est ce que vous vouliez faire, remplacer le Rassemblement national. Non, on est là pour dire, nous avons, nous, notre identité, et si on veut gagner, si on veut sauver la France, il faut gagner les élections. Et pour gagner les élections, oui, Elisabeth Martichoux, même la gauche le démontre, il faut unir les forces. Merci à vous, Guillaume Pelletier. Rectificatif avant de vous quitter, j'ai dit hier que Taha Bouafs avait été condamné pour haine raciale, plus précisément condamné pour injure publique à raison de l'origine. Voilà qui est plus juste. Il est toujours préférable de reconnaître ses erreurs, petites ou grandes. Bonne journée à vous.